Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. CFA ou ECO, quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest? C'est le sujet de la question. C'est le thème d'ailleurs d'un colloque scientifique organisé à l'Université de Lomé à partir du 26 mai prochain. Le professeur Kakonou Goupo, qui est au plateau avec nous, un des initiateurs de ce colloque. Un colloque qui est suscité par la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Lomé, mais derrière, il y a Kakonou Goupo quand même. Oui, disons qu'on a, dès janvier 2020, pensé collectivement à ce colloque, mais on a eu cette pandémie que vous connaissez, de coronavirus, qui nous a obligés à reporter, en fait. Sinon, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire au moment où j'étais adjoint de la faculté. Donc, on aurait dû faire ça au mois d'avril 2020. Et donc, on a dû reporter. Mais je salue vraiment l'implication de toute la faculté. Et ce qui fait que, alors même que je ne suis plus adjoint de la faculté, les collègues ont tenu à poursuivre le travail pour que ce colloque puisse se tenir aujourd'hui. Et l'objet, c'est de démocratiser un peu ce débat sur le CFA. Est-ce que vous avez associé à ce colloque les autres universités de l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est un sujet qui concerne l'Afrique de l'Ouest finalement? Oui, c'est-à-dire que nous avons fait un comité scientifique d'une vingtaine de membres, donc de collègues des universités ouest-africaines, francophones comme anglophones d'ailleurs. Par exemple, le professeur Fossou de Legon au Ghana, qui est un des meilleurs économistes du continent et membre du comité scientifique du colloque. Donc, on a fait un appel à communication en français et en anglais. Et sur cette base, on a reçu les propositions de communication. Il faut reconnaître qu'on n'en a pas reçu du monde anglophone parce que la sensibilité de la question monétaire du point de vue de la transition CFA à ECO intéresse nous les francophones en fait. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un problème pour un Nigérien ou un Ghanéen de penser monnaie. C'est un tabou en zone franc, mais c'est pas un tabou dans les autres pays. Et donc, on s'est retrouvé avec essentiellement des communications des francophones en fait, mais pas des communications qui n'ont de périmètre que le seul périmètre des pays de l'UEMOA, non, de toute la CEDEAO. Et donc, même ici à la FASEG de l'Université de Lomé, nous avons énormément de contributions qui ont comme espace toute la CEDEAO, le Nigeria, le Ghana. Je le dis parce que j'ai entendu ici ou là des critiques qui disent « Mais comment vous pouvez faire un colloque sans associer les anglophones ?» Vous voyez, c'est des gens qui ne savent pas comment fonctionne la recherche scientifique. On ne va pas inviter un plombier nigérian parce qu'il a la nationalité nigériane, s'il n'est pas spécialiste de la question. Vous voyez, et de la même façon, vous pouvez être togolais et travailler sur le Ghana. C'est votre droit le plus absolu. Si on devait attendre les habitants de Mars pour réfléchir sur la planète Mars, on n'enverrait pas de sonde sur la planète Mars. Vous voyez, donc c'est absurde de dire parce qu'on ne voit pas de nom affiché ghanéen ou nigérien, il y aurait un complot derrière ce colloque. Non, non. Donc, je voudrais rassurer les uns et les autres. Il y a des travaux de recherche sérieux qui vont être présentés, dont le périmètre recouvre les 15 États de la CEDEAO. Est-ce que vous invitez également des non-universitaires? Parce que j'ai entendu le nom de l'homme politique sénégalais Sonko, par exemple, associé à ce colloque. Que vient-il, que cherche-t-il? Oui, c'est-à-dire que nous assumons d'emblée le fait que la monnaie est un fait social total. C'est-à-dire que la monnaie n'est pas qu'un fait économique, il est politique, il est juridique, il est social, il est sociétal, quelquefois même religieux, en plus d'être historique. Et donc, nous avons opté sciemment pour 2 schémas dans notre colloque. Et c'est pour ça que nous intitulons ce colloque « Les États généraux de l'éco ». Donc, il y a des panels pour les personnes dont la voix porte sur le continent, en tout cas dans l'espace, CEDEAO, et donc des activistes, des politiques, des juristes, des sociologues, des historiens, et puis des sessions plus économiques
où là, ce sont les travaux économétriques qui vont être présentés. Et donc, c'est comme ça que nous avons finalement construit les États généraux de l'éco. Et je rajoute même qu'à la fin du colloque, donc vendredi 28 mai, eh bien, le samedi 29 et dimanche 30, les États généraux se poursuivent à Zanguera, dans la banlieue de Lomé, avec l'exposition sur la monnaie qui est faite par un jeune Togolais, Elom Vince, avec Sename Abodinou, un autre Togolais, qui a le concept de WELAB, que vous connaissez, avec des Allemands, des Chinois. Et donc, pendant tout un mois, tout le mois de juin, tout le monde pourra voir cette exposition sur la monnaie. Et même le dimanche 30 mai, dans l'espace Bagui, on a encore une rencontre intitulée Feuilles et papier, où on va parler d'un ouvrage collectif auquel j'ai participé, Résistance africaine, et puis le manioc comme plante. Donc, on a vraiment quelque chose qui se démocratise. Nous voulons sortir des murs de l'université pour aller vraiment dans la société et en tirer la substantifique moelle. Vous avez dit que vous êtes intéressé aussi à des activistes. Est-ce que vous comprenez leur discours? Parce que j'ai l'impression qu'ils parlent un autre langage, eux. Est-ce que vous les avez invités? J'ai entendu un de ces activistes dire qu'il ne va pas manger cette sauce de Kakonoubou. Il vous présente comme un pion de Macron. Oui. Bon, vous Avez-vous savez, un problème particulier avec ces activistes? non, Talleyrand disait tout ce qui est excessif est insignifiant. Et moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas opposer la bonne foi à la mauvaise. Vous savez, on est dans des logiques quelquefois de posture, parce que surtout sur les réseaux sociaux, on a une communauté à laquelle on s'adresse et il faut être la star de la communauté. Donc, ça peut expliquer aussi quelques excès, à mon avis. Mais il faut savoir raison garder. Et en fait, moi, c'est ce que je pense. Nous sommes peut-être complémentaires. OK. Il y a les activistes qui ont leur façon de faire, qui ont leur histoire, qui ont leurs objectifs. Et puis, il y a les chercheurs comme nous qui avons aussi notre façon de faire. Donc, la science se définit par son objet et sa méthode, vous voyez. Et puis, il y a les décideurs. Moi, j'ai la chance d'appartenir aux deux sphères, la sphère des enseignants-chercheurs et de par mes fonctions d'ancien ministre et maintenant de commissaire, voilà, de faire partie des décideurs. Donc, je ne suis pas un activiste. J'ai l'obligation de dire des choses sensées, de les éprouver et de les mettre dans le débat public pour une orientation que j'espère salutaire des politiques publiques. Ouais. Donc c'est comme ça que moi, je vois les choses. Professeur, ils sont très nombreux, les téléspectateurs qui souhaitent vous poser des questions. Ils nous écrivent par WhatsApp au 228 96 46 10 31, 96 46 10 31, procédé de l'indicatif du Togo 228. On va répondre au 91 65 88 qui nous pose une question simple. A priori. Alors, bonsoir professeur, pour le travail abattu, quel serait l'impact réel de la transformation du CFA en éco sur les populations? Alors, ce que nous espérons, c'est deux choses pour aller vite. La première chose, c'est avoir un système de financement plus abouti dans l'espace CEDEAO. Comme je le disais tout à l'heure, on a des taux d'intérêt très élevés. Moi, j'aimerais qu'on ait des taux d'intérêt autour de 3, 4, 5%. Vous voyez? Parce que quand vous avez des taux d'intérêt, lorsque vous êtes un emprunteur, des taux d'intérêt qui sont supérieurs au taux de croissance économique, en moyenne, vous ne pouvez pas rembourser votre emprunt, en fait. Et c'est pour ça que nous tenons à avoir des taux d'intérêt bas pour qu'il y ait le plus de monde possible à accéder au crédit et donc aux activités génératrices de revenus. Et nous pensons que dans un espace de 300 millions d'habitants, il y aura plus de possibilités avec une monnaie qui ne va pas s'adresser d'abord à l'élite qui est connectée à la mondialisation, mais qui va avoir comme objectif de financer l'économie réelle intérieure, que nous pourrons réussir une partie de la transformation
que nous appelons de nos voeux. Maintenant, le deuxième objectif, c'est cette affaire de compétitivité. Aujourd'hui, on est clairement dans ce qu'on appelle, nous les techniciens, un mésalignement du taux de change. On pense que le CFA est une monnaie trop forte pour les économies réelles ouest-africaines francophones. Et pour que ces économies soient compétitives à l'export, il leur faut des monnaies plus faibles. Et vous voyez par exemple les Chinois, ils se battent au quotidien pour ne pas laisser s'apprécier leur monnaie, le yuan. La bataille internationale autour de la monnaie, c'est d'avoir la monnaie la plus faible possible pour être les plus compétitifs possible à l'export. Comme ça, vous vendez plus vos biens et vous accumulez des réserves de change. Et avec ces réserves de change, vous pouvez créer des fonds souverains où vous pouvez même financer maintenant la transformation de vos matières premières sur place. Vous voyez? Donc, on est les seuls au monde, en fait, dans la zone franc, à nous enorgueillir d'avoir une monnaie forte qui plombe la compétitivité à l'export de nos économies. Donc, moi, en tout cas, à titre personnel, mon espoir avec cette monnaie CEDEAO, vu qu'on annonce qu'elle sera flexible, c'est qu'elle s'intéressera d'abord au financement de l'économie intérieure et non plus à un arrimage fixe avec une devise. Mais dans notre contexte actuel où nos économies sont plutôt extraverties, nous achetons beaucoup de l'extérieur. Est-ce que cette monnaie forte ne nous avantage pas? Puisque la plupart de nos biens, ça vient de l'extérieur. Est-ce qu'une monnaie forte ne nous avantage pas? Oui, c'est un piège. Parce qu'en fait, il faut raisonner en termes d'incitation. Tant que vous avez cette monnaie forte, au lieu d'essayer de produire vous-même le riz, vous allez vous dire que le riz thaïlandais est moins cher. Et donc, il vaut mieux importer le riz thaïlandais ou indonésien. Vous voyez? C'est-à-dire que vous n'avez plus d'incitation à produire sur place. Mais si vous vous dites qu'il est normal que ce soit la production de votre pays qui soit la base de votre consommation, tout de suite, votre état d'esprit va changer. Allez au Japon, vous allez voir que les Japonais sont très protectionnistes. Pas parce qu'ils mettent des droits de douane élevés, mais parce que l'éducation fait que les produits japonais sont toujours systématiquement préférés par la population japonaise aux produits étrangers. Et donc, c'est pour ça que nous devons changer d'état d'esprit. Nous devons nous dire, notre monnaie doit être au service d'un développement endogène de nos économies. Inciter à la production locale. La production locale et à la consommation de ce que nous produisons nous-mêmes. C'est hyper important. Et si je suis un peu l'actualité économique togolaise, je crois que c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé, la production locale. Richard Tagba nous écrit de Cara, 91 62 16. 91 62 16. Je pense que l'essentiel de sa question se résume dans la dernière phrase. Le développement de l'Afrique passe-t-il nécessairement par celui de la monnaie? Oui, il y a une relation forte entre la monnaie et le développement. Et cette relation passe notamment par le crédit. Quand vous étudiez l'histoire du développement occidental, vous voyez que l'histoire du développement occidental n'est pas forcément passée par l'épargne au départ. C'est-à-dire que si vous attendez d'avoir l'épargne pour investir, vous pouvez attendre longtemps. Mais si vous avez un système financier qui vous permet d'accéder au crédit, bien, le crédit va vous permettre de financer vos activités et les bénéfices tirés de vos activités vont vous permettre de rembourser votre emprunt de départ et de garder la marge. Et avec cette marge maintenant, qui est une sorte d'épargne, vous pouvez continuer à financer vos économies. Donc, il y a une relation entre le crédit et la production. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de ne jamais déconnecter la sphère réelle de la sphère monétaire et financière. C'est une erreur que font les monétaristes et que font, à mon avis, les tenants de l'orthodoxie monétaire. Mais la question qui revient souvent, il y a certains qui théorisent qu'avec la qualité de la gouvernance de nos pays, ça va être difficile de frapper une monnaie et de la contrôler. Est-ce que vous êtes d'accord que le niveau de gouvernance de nos pays là peut constituer une forme d'anarchie quand la monnaie devient une affaire nationale ou exclusivement une affaire? Oui, mais vous savez,
c'est comme si vous voulez apprendre à pédaler. Donc, vous êtes obligé de passer par des phases d'accident où vous tombez, vous vous égratignez, ensuite, et puis un beau jour, vous arrivez à pédaler normalement. Donc, la question de la gouvernance, c'est la même question. Il n'y a pas une gouvernance qu'on pourrait qualifier de bonne en soi. La gouvernance, sa qualité, c'est par rapport à la vision que vous avez. La gouvernance chinoise n'est pas la gouvernance française, vous voyez. Mais vous ne pouvez qualifier votre gouvernance que par rapport à son adaptation ou non à la vision que vous partagez avec vos populations. Ce que je veux dire par là, c'est que le système CFA actuel, c'est un système qui est profondément malsain parce que justement, il ne permet pas de sanctionner les défaillances de gouvernance. C'est-à-dire que vous avez le même taux de change entre le CFA et l'euro, que ce soit le CFA d'Afrique de l'Ouest ou le CFA d'Afrique centrale. Vous n'avez pas le même cycle économique, vous n'avez pas la même qualité de gouvernance, mais vous avez le même taux de change. Vous voyez? Donc, quelque part, on peut dire aussi l'inverse de la question, c'est-à-dire que le CFA empêche les populations de sanctionner les défaillances de gouvernance. Et moi, ce que j'ai dit, quelque part de façon provocatrice, c'est qu'avec ce système de CFA, le compte d'opération logé auprès du Trésor français sert d'assurance tout risque à la faible qualité de la gouvernance africaine. Et donc, c'est quelque chose d'important. Il faut se lancer. C'est ce qu'on appelle la peur du flottement en économie. La peur du flottement, c'est la personne, le pays ou l'institution qui ne veut pas changer de régime de change et apprendre en marchant à bien gérer une monnaie, comme le font les autres. En clair, apprendre à piloter sa monnaie, c'est apprendre à se prendre en charge. On peut le résumer ainsi. Exactement. 90, 55, 53, 90, 55, 53. Il nous écrit de Palimé. Il est un peu long. Est-ce qu'on peut résumer ce qu'il dit? Il dit: bonsoir, professeur Mboupo. La question du CFA est une question de vie, car, dit-on, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais je suis étonné que le professeur balaie de la main les anti-CFA qu'il appelle les anti-CFA primaires. Or, cette question de CFA devrait être une question de conscientisation du peuple, car les décideurs refusent d'appliquer la politique. En cela, le peuple pourrait récupérer son rôle de souveraineté. Comme vous venez de le dire, aussi, autre question: pourquoi Nathalie Yamb est contre votre colloque, le colloque que vous organisez? Pourquoi Sanko et Kémy Séba Agboou ne seront pas au rendez-vous? Pourquoi aller en rang dispersé? C'est Toata qui nous écrit depuis Palimé. Mais je crois savoir que Sonko a une communication avec vous. Oui, bien sûr. Je vais y revenir. Oui. En fait, ce qui me paraît fondamental, c'est la volonté de construire. Vous savez, c'est facile de dire non. Même dans la psychanalyse de Jacques Lacan, le stade du non, c'est un des stades qui définit l'enfance. Bon. Une fois que vous avez dit non, qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je ne me qualifie pas d'anti-CFA primaire. Parce que les anti-CFA primaires, ils disent non, mais ils ne nous disent jamais ce qu'ils proposent. Et comment on le fait concrètement. Donc, nous, le choix que nous faisons avec ce colloque, mais pas seulement, parce qu'on a décidé que désormais, tous les 2 ans, se tiendront à Lomé ce qu'on appelle les conversations monétaires de Lomé, pour faire le point, le suivi sur la question monétaire africaine, pas seulement celle de l'ECO, mais pour toute l'Afrique. Nous avons décidé d'aller de l'avant et de construire une alternative monétaire crédible. Maintenant, par rapport aux observations de Madame Yamb, je pense que ces observations sont exagérées, parce qu'elle a été invitée, moi je l'ai invitée, Madame Yamb et moi, on se connaît, ce n'est pas d'aujourd'hui. On échange régulièrement, elle et moi. Elle a été invitée, elle a même demandé des précisions sur l'obtention du visa. Je pense que si elle avait voulu avoir une discussion franche avec moi, elle aurait pu m'appeler pour qu'on en discute, puisqu'on a nos numéros de téléphone respectifs. Bon, elle a préféré passer par une vidéo sur YouTube. Et après, je lui ai écrit en privé
Je ne lui ai pas répondu par une vidéo. Je sais faire des vidéos. Je lui ai écrit en privé parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération, d'amitié, de fraternité. Pour lui dire, Nathalie, tu te trompes. Et bon, donc, je pense qu'il faut sortir des logiques de posture. Là, nous jouons avec le destin de centaines de millions de personnes. Moi, comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas m'amuser à casser ce qui existe pour ne rien proposer comme alternative. C'est aussi simple que ça. Après, M. Ousmane Sonko a été invité. Il voulait venir, la justice sénégalaise, parce qu'il y a une instruction judiciaire en cours, ne l'a pas autorisé à faire le déplacement de Lomé. Il interviendra en visioconférence, comme la plupart des invités, parce que le contexte même de la pandémie fait que on s'est habitué au système de visioconférence. 90 33 81, 90 33 81. Je suis actuellement en train de suivre une émission sur une chaîne camerounaise. On taxe votre invité d'être au service de la France dans l'organisation de son colloque qui se tiendra le 26 mai prochain. C'est Sofa Dikeni de Kedikanja, préfecture de Tchaoudjo. Cette affaire de France vous colle à la peau. La France finance-t-elle votre colloque? Non, du tout. du tout. En fait, c'est pour ça que je dis il faut sortir des obsessions. Parce que certaines obsessions sont mortifères. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, certaines personnes qui me taxent d'être collabo sont elles-mêmes des gens qui parlent français à longueur de journée, qui vivent en France. Alors, les panafricanistes de bord de Seine, ils ne m'impressionnent pas beaucoup. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut être sur le terrain, construire, co-construire avec les citoyens et essayer de tracer une voie que moi j'appelle une voie de prospérité partagée. Et donc, les anathèmes qu'on jette, c'est souvent l'absence de fond. Vous voyez, des gens qui sont trop sur la forme, c'est parce que souvent, il manque de fond. Et il y a un proverbe de chez nous qui dit aussi que ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. 90 09 33, 90 09 33. Merci pour l'émission et surtout pour le sujet débattu. Félicitations, professeur Noubouko, qui est l'un des rares universitaires qui se bat pour sortir nos économies des mains du prédateur qu'est la France. Je pense qu'il y a trop de discours sur le sujet. Il faut maintenant passer à l'acte. Mais quand je constate que nos dirigeants ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes à comment relancer nos économies après Covid-19, et que ce soit la France qui s'en est préoccupée, en les invitant à la réflexion, ça me rend sceptique. Tant que nos dirigeants restent dans ce attentisme coupable, vous avez beau crier et tout démontrer, ça ne donnera rien. Bon courage, professeur. C'est Pascal Bédjeya qui nous écrit de Cara. Oui, c'est ce qu'il dit est fondamental, parce qu'il faut, à mon avis, distinguer le court terme du moyen terme. Donc, le sommet de Paris, c'était vraiment le court terme. L'idée, c'est de mettre à disposition des économies mondiales 650 milliards de dollars, équivalent droits de tirage spéciaux. Ils n'en ont retenu que 33. Et 33 pour l'Afrique. Et moi, j'ai dit dans une émission que ça me paraissait peu, parce que ça fait 5% en fait des 650 milliards, alors que l'Afrique représente 17% de la population mondiale. Pour bien comprendre les choses, qu'est-ce qu'on appelle tirage spécial? Non, les droits de tirage spéciaux sont une sorte de monnaie que le Fonds monétaire international, en fait, gère. Vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la fameuse conférence de Bretton Woods qui a mis en place un nouveau système monétaire international, en fait. Et il y avait deux visions. La vision de Keynes, qui représentait la Grande-Bretagne, qui voulait une monnaie mondiale, qu'il a intitulé le Bancor. Et puis, il y avait le plan White, qui était le ministre des Finances américain, le secrétaire au Trésor, qui a plutôt dit non, il faut garder au dollar sa prééminence. Mais mettons à côté du dollar une sorte d'unité de compte commune qu'on a appelée les droits de tirage spéciaux. Et donc, ces droits de tirage spéciaux, on y accède au prorata
de notre poids dans le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Et à quoi ils servent? En fait, ce sont des devises, donc qui nous permettent d'importer des biens et services qu'on en a besoin. Et donc, comme la crise de Covid a affaibli les économies, on a peur que certaines économies africaines manquent de devises dans le commerce international. Et donc, pour être sûr qu'elles pourront toujours importer des biens et services en cas de nécessité, on décide de leur offrir des devises, d'où la mise à disposition de ces droits de tirage spéciaux. Mais les esprits chagrins peuvent dire que c'est encore une roublardise de l'Occident pour nous maintenir dans le jeu international, mais un jeu qui n'est pas équitable, puisque nous, on n'aura que 33 milliards sur les 650 milliards de dollars qui vont être débloqués. Vous voyez? C'est pour ça que je pense que l'enjeu de moyen et long terme, c'est vraiment la transformation structurelle des économies africaines. Comme on le disait tout à l'heure, il faut qu'on apprenne à transformer nous-mêmes nos matières premières sur place. Et comme ça, on aura moins besoin des devises, puisque vous avez d'autant plus besoin des devises que vous ne produisez pas grand-chose vous-même de ce que vous consommez. Et là, vous êtes obligé d'importer les biens que vous consommez. Si vous produisez sur place les biens que vous consommez, vous avez moins besoin de devises. Peut-être pour acheter des machines-outils qui vont vous être utiles dans vos usines. Vous voyez? Donc, il y a un enjeu là également de transition de modèle, d'un modèle d'extraversion où on est dans ce qu'on appelle un système finalement qui est un système d'exportation de matières premières, vous voyez, et donc on est sur les phases basses des chaînes de valeur internationales vers une transition où on va se mettre sur des phases plus élevées des chaînes de valeur internationales. Et donc, la transformation sur place des matières premières. Ça me paraît quelque chose de fondamental. Mais, comme dans toute transition, le plus difficile, c'est comment vous gérez la transition. Et c'est pour ça que la monnaie va jouer un rôle fondamental en termes d'incitation pour ne plus être dans le modèle actuel, mais passer dans le modèle que nous appelons de nos voeux, parce que ce deuxième modèle, c'est le seul qui pourra permettre à l'Afrique de s'en sortir. Je vais vous poser une question de novice. Pourquoi aux États-Unis, par exemple, la Réserve fédérale peut décider d'imprimer les billets quand elle en a besoin pour soutenir l'économie, alors qu'en Afrique, la BCAO ne peut pas, par exemple, demander à la France, produisez-moi plus de billets pour pouvoir relancer la croissance ou financer l'économie, par exemple, après le Covid-19? Oui, c'est parce qu'il y a, en fait, il y a deux considérations. Il y a une considération qu'on peut qualifier un peu de rapport de force internationale. C'est-à-dire que le dollar, c'est la monnaie internationale de référence. Ça vient de l'histoire mondiale, de l'histoire économique mondiale. Et de ce point de vue, les États-Unis ont cette faculté, cette facilité que les autres n'ont pas, c'est que leur propre monnaie soit aussi la principale monnaie d'échange au plan international. Ce qui fait que quand la Réserve fédérale émet des dollars, comme actuellement avec le plan Biden, qui tourne quand même autour de 2 900 milliards de dollars, vous vous retrouvez avec ce que le président américain Richard Nixon disait à l'époque, le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Vous voyez, c'est pour montrer qu'en termes géopolitiques, la puissance américaine se reflète dans ce dollar qui fait que les États-Unis restent quelque part les maîtres du monde, même s'ils sont de plus en plus contestés, notamment par l'Asie, par la Chine. Mais non, il y a une deuxième raison qui me paraît la plus fondamentale, c'est que en face de toute création monétaire, vous devez avoir la production. Vous voyez, c'est pour ça que je parle depuis tout à l'heure de l'impératif de produire. Parce que si vous avez de la création monétaire, mais vous n'avez pas de production en face, vous allez tomber dans l'hyperinflation, comme on a connu à l'époque en RDC ou au Zimbabwe. Et donc, si les Américains se permettent de mettre en place
beaucoup de création de dollars, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont un système productif qui va absorber ces dollars additionnels. Ils ont un système productif qui va produire encore plus. Donc, il n'y aura pas de risque d'hyperinflation. Donc, nous, le combat que nous menons sur la monnaie, il n'a de sens que si nous menons le même combat sur le secteur réel de l'économie, donc la production. Et c'est pour ça que nous voulons une monnaie qui permet de financer la production. Vous voyez? Sinon, on va être dans des situations d'hyperinflation, et ce qui n'est bien pour personne. 91 35 89, 91 85 89. Il vous pose deux questions. Alors, monsieur le professeur, vous avez parlé de privilège de battre une monnaie comme étant un privilège régalien de souveraineté, donc lié à l'existence d'un État souverain. Pourquoi se battre pour une monnaie communautaire, notamment de la CEDEAO, ECO, quand on sait que cette communauté économique n'est pas une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest? Cela me pose un problème juridique. Deuxième question, à quoi sert une monnaie communautaire ou nationale à un pays si celui-ci doit être sous perfusion des institutions de Bretton Woods? Si l'ECO venait à avoir le jour, nos pays devraient-ils dépendre des humeurs des banquiers internationaux en matière de financement de nos économies? Jean Bidobé. Oui. C'est tout à fait passionnant et pertinent, ces questions. La première, c'est, comment dire, le trade-off qu'il faut faire entre la monnaie nationale et puis la monnaie supranationale. Okay? Tout dépend de la conception qu'on a de la souveraineté. Si on a une conception stricte de la souveraineté qui se résume aux frontières de l'État-nation, effectivement, on peut préférer une monnaie nationale. Et donc, c'est le cas du Ghana, du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda, du Nigeria. Bon, le Nigeria avec des réserves parce que c'est quand même une fédération. Mais on peut avoir aussi une forme de souveraineté qui accepte les délégations ou les partages de souveraineté. À ce moment-là, on peut avoir une monnaie supranationale, mais dont les modalités de gestion permettent à chaque État de pouvoir se retrouver. Vous voyez? Et c'est pour ça que le téléspectateur a raison de poser la seconde question, c'est de dire, il faut qu'on soit sûr, j'interprète sa crainte, il faut qu'on soit sûr, si on accepte des délégations de souveraineté via la monnaie supranationale, que cette délégation de souveraineté ne va pas créer de nouvelles formes de dépendance vis-à-vis du reste du monde. Et donc ça, c'est à nous d'y travailler. Une façon d'y travailler, c'est de concevoir dans un premier temps une monnaie commune qui ne serait pas forcément unique. C'est un peu ce que l'Union européenne de paiement a fait entre 1950 et 1957, avant le traité de Rome. C'est-à-dire que vous allez avoir une monnaie commune, l'ECO, mais le Nigeria aurait son Naira, le Ghana son Cedi, nous, une monnaie qui ressemblerait au CFA, mais avec les bonnes caractéristiques, en tout cas celles que j'espère, vous voyez, et il y aurait un taux de change fixe entre chacune de nos monnaies et l'ECO. Et c'est cette ECO, monnaie commune, qui sera la monnaie de transaction avec le reste du monde. Vous voyez, c'est le même système qu'on a au Chili, où vous avez l'Unidad de Fomento et puis le peso chilien. Et donc, ce sont des systèmes qui sont un peu des systèmes mixtes, où la monnaie est commune, mais pas unique. 98 68 02, 98 68 02. Quelle était la politique monétaire du Togo avant l'adoption du CFA? Oui, c'est une question qui est très intéressante. Et pour ne rien vous cacher, c'est un de mes axes de recherche à l'heure actuelle, c'est travailler sur l'histoire monétaire précoloniale, en fait. Parce que dans tous nos débats, on a l'impression que la monnaie a existé seulement à partir de la création du franc CFA. Mais on a quelque part raison d'avoir cette fausse idée, puisque le CFA lui-même, son ancêtre, est né en 1848 au moment de l'abolition de l'esclavage, puisque c'est à ce moment-là
que les esclavagistes qui exigeaient d'être indemnisés du fait de l'abolition de l'esclavage ont utilisé cet argent d'indemnisation pour créer la Banque du Sénégal en 1853. Et c'est cette Banque du Sénégal qui deviendra en 1901 la Banque de l'Afrique occidentale, qui elle-même deviendra en 1959, enfin d'abord en 1955, l'Institut des missions de l'AOF et du Togo, puis en 1959, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a déjà quand même une histoire de plus d'un siècle avec ce CFA et son géniteur. Mais avant le CFA, vous aviez des systèmes monétaires très riches. Le Togo n'existait pas en tant que Togo, puisque le principe d'intangibilité des frontières issu de la colonisation veut bien dire qu'avant la colonisation, cet espace n'était pas structuré comme il l'est maintenant, Togo, mais on peut dire que sur la côte ouest africaine, il y avait beaucoup de monnaies qui circulaient. Il y avait les cauris, il y avait des tissus qui servaient de monnaie. Et en fait, la monnaie, il faut toujours avoir ça en tête, c'est une convention. C'est-à-dire que ce sont des populations qui décident à un moment donné de désigner un objet comme étant le référent de la valeur. Et donc, cet étalon de la valeur va permettre d'échelonner tous les autres éléments qui servent de circulation dans la société. Et si votre téléspectateur est intéressé, il y a les travaux de Josette Rivalan sur les systèmes monétaires précoloniaux et beaucoup de travaux de Jean-Michel Servet aussi là-dessus. Mais je pense que les chercheurs africains, moi j'ai commencé avec quelques amis à regarder le marché du troc de Togoville, puisque je suis de Togoville, pour comprendre quel est l'étalon de la valeur sur ce marché. Puisque sur un marché, même un marché de troc, il y a quand même de la monnaie. D'une façon ou d'une autre. Oui. 90, 70, 75, 90, 70, 75. Est-ce que le changement de monnaie pourrait vraiment développer nos pays s'il n'y a pas eu une volonté politique pour développer? Est-ce que le problème de surendettement va être résolu? C'est Moïse qui nous écrit. Oui, Moïse a raison. C'est-à-dire que Jacques Rueff, un des plus grands spécialistes de la monnaie, disait la monnaie, c'est l'espace dans lequel se joue le sort de la liberté politique et le destin du développement économique. Et c'est pour ça que c'est important que, à côté du combat pour l'émancipation monétaire, nous continuions le combat pour les droits humains. Et donc l'agenda 2030 des Nations Unies autour des objectifs du développement durable, c'est un agenda qui doit être mené conjointement à ce que nous faisons. Pourquoi je dis ça? Parce que l'enjeu fondamental, c'est la cohérence des politiques publiques. Si vous observez bien dans nos pays, vous avez 3 niveaux. Le niveau macroéconomique, vous voyez que le discours reste très néolibéral. Stabilité des prix, assainissement des finances publiques et liberté de circulation. Mais le niveau mésoéconomique, le niveau sectoriel, c'est un niveau qui est ce qu'on appelle néo-mercantiliste. C'est-à-dire qu'on dit qu'on veut transformer sur place des matières premières, on veut faire comme les Chinois, les Asiatiques. Et le niveau microéconomique, c'est ce que j'appelle le niveau onusien. C'est l'accès au droit, à la santé, à l'éducation. Vous voyez, mais ces 3 niveaux ne sont pas forcément cohérents dans leur articulation. Donc, ce que demande votre téléspectateur, en fait, c'est qu'on puisse tenir les 2 bouts. Le combat contre le CFA en tant que monnaie de la servitude, mais aussi le combat pour des droits effectifs des populations. Et ça passe par une bonne gouvernance. Vous suscitez encore beaucoup de questions de nos téléspectateurs. C'est-à-dire que le sujet que vous avez lancé, ça porte ses fruits. Le débat s'est démocratisé. On va répondre encore à quelques-uns avant de refermer notre forum. 90 30 28, 90 30 28. Alors, il demande
la parité, quelle sera la parité entre l'éco, CEDEAO et l'euro? C'est Tchadjobo Abdul Kerim qui nous écrit de Sokode, je pense. Hein. La parité entre l'éco, CEDEAO et l'euro, bon, est-ce que c'est défini? Comment cette parité sera définie? Non, pour l'instant, ce que dit le communiqué qui fait suite à la conférence des chefs d'État de juin 2019 de la CEDEAO, c'est que l'éco aurait un régime de change flexible. Bon. Mais pour les spécialistes que nous sommes, la question de la flexibilité, c'est une question très vaste. Parce que le Fonds monétaire international définit à peu près 8 régimes de change. Voilà. Et donc, moi, le régime de change qui me paraîtrait acceptable aujourd'hui, en tout cas s'agissant des pays de la zone franc qui veulent migrer vers l'éco, c'est arrimer l'éco à un panier de devises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un CFA qui est arrimé au seul euro. Mais nous commerçons beaucoup avec d'autres parties du monde aussi. De plus en plus avec comme la Chine, voilà, les États-Unis, l'Angleterre et tout. Et donc, il ne me semblerait pas déraisonnable qu'on accole l'éco à un panier de devises où on aurait le dollar, l'euro, la livre sterling, le yuan chinois, quand le yuan chinois ne sera plus en taux de change fixe avec le dollar, parce qu'aujourd'hui, il est en taux de change fixe avec le dollar. Donc, si vous avez du dollar, de facto, vous avez du yuan, quoi, quelque part. Et le poids de chaque devise dans le panier sera proportionnel à l'intensité du commerce que nous faisons avec ce pays, le pays qui émet cette devise. Donc, si nous échangeons plus avec la Chine qu'avec la zone euro, dans le panier, eh bien, le yuan aura plus de poids que l'euro et vice-versa. Et donc, là, on a déjà un premier pas vers la flexibilité. Après, on peut, au bout de quelques décennies, aller comme l'euro le fait, en flottement pur. L'euro flotte. C'est pour ça, quand les gens parlent de la stabilité du CFA, c'est une illusion, parce que le CFA est stable vis-à-vis de l'euro. Mais l'euro bouge chaque seconde vis-à-vis de toutes les autres devises. Donc, le CFA bouge chaque seconde vis-à-vis de toutes les autres devises. Donc, le CFA n'est pas stable. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Voilà. 98 61 30, une question sur le colloque. 98 61 30. Alors, si le prochain colloque de Lomé traitera des questions concernant la transition des différentes monnaies de la CEDEAO, pourquoi les pays non utilisateurs du CFA n'y sont pas invités? Je n'ai pas très bien compris la question. Oui, c'est un peu ce dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, notre préoccupation première, c'est comment on fait la transition, nous, les économies de la zone franc, Afrique de l'Ouest, du CFA vers l'éco. Ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est que les chercheurs nigérians, les chercheurs ghanéens, les chercheurs libériens, les chercheurs capverdiens organisent aussi des rencontres, des colloques, des séminaires pour voir comment ils peuvent gérer la transition de leur monnaie vers l'éco. Et que nous puissions, sous l'égide de la commission de la CEDEAO, organiser maintenant des rencontres où nous serions tous ensemble pour discuter. C'est-à-dire, je trouve qu'on nous fait un mauvais procès parce qu'on a décidé, nous, universitaires togolais, de prendre l'initiative d'une réflexion sur les modalités de transition du CFA à l'éco. Nous n'empêchons personne de réfléchir. Nous n'empêchons personne d'organiser des colloques. Au contraire, nous souhaiterions qu'il y en ait des dizaines, puisque les résultats de ces colloques vont nous éclairer et vont éclairer les décideurs pour prendre les meilleures décisions. Voilà. Une dernière question, 98 35 56, 98 35 56. Bravo professeur, je suis fier de vous. Nous aussi. Le problème africain, c'est ce panafricanisme chauvin qui consiste à tout peindre en noir sans apporter la moindre solution. La Guinée a sa propre monnaie depuis son indépendance, mais moins développée que la Côte d'Ivoire, qu'on considère à tort être le pionnier du franc CFA. Alors professeur, l'Afrique est fière de vous. C'est Tchanyao Sourou qui nous écrit de Sokole. Merci.
Merci beaucoup, M. Tchanyao. Ça fait plaisir de temps en temps dans ce concert de critique. dénonciation, de Tout à critique fait. par rapport à votre colloque. Alors donc, les résultats attendus, puisque nous tirons vers la fin de cette émission, Oui. c'est de nourrir la réflexion et Oui. d'aider à la décision. Alors comment Voilà. vous allez exploiter les actes du colloque? C'est ça. Vous allez former des délégations Voilà. pour aller voir la CEDEAO? Comment allez-vous Non, faire? déjà, nous avons mis dans le domaine public un rapport de 321 pages avec 11 chapitres et une quinzaine d'auteurs togolais, béninois pour l'essentiel. Disons 90% de togolais. Voilà. Parce qu'on s'est dit, plutôt que de rester de façon passive pour écouter les gens qui viendront faire les communications au moment des états généraux de l'ECO, prenons l'initiative, nous, Togolais, Béninois, de mettre dans le débat public notre vision des choses. Et donc, tout ça va être contesté, nourri, alimenté, additionné par les communications qu'il y aura lors des états généraux de l'ECO. Donc, vous voyez qu'avec ça, nous aurons des actes du colloque. Et ces actes seront publiés et vont engendrer de nouvelles pistes de recherche. Donc ça, c'est vraiment la préoccupation de long terme. Et c'est pour nourrir cette préoccupation que nous avons décidé de créer les conversations monétaires de Lomé. Parce que nous pensons que le Togo a une histoire spécifique avec la monnaie. Comme vous l'avez dit, avec Sylvanus Olympio, qui voulait créer la monnaie togolaise, et avec le général Léa Dema, qui en novembre 1972 a osé dire au président français Pompidou que le franc CFA ne nous arrangeait pas. Ah, ça, on le sait beaucoup moins. On le sait beaucoup moins, mais moi, j'avais déjà organisé un colloque en novembre 2012 avec M. Nyaro, qui était le patron du Comité national de politique économique du Togo à l'époque, pour les 40 ans de ce fameux discours du général Léa Dema lors de la visite du président Pompidou ici. Et on a fait ce colloque, en fait, à l'hôtel Edaoba. Il y avait beaucoup d'anciens premiers ministres du général Léa Dema, comme Kofi Sama, Edem Kodjo, et il y en avait d'autres. Et donc, c'est quelque chose qui nous paraît fondamental pour le long terme. Maintenant, pour le très court terme, nous allons tirer ce qu'on appelle la feuille de route. Et cette feuille de route, nous allons l'envoyer à tous les chefs d'État. Mais en passant par le chef de l'État togolais qui a accepté que le pays héberge cette activité. Vous voyez? Et moi, en tant que commissaire UEMOA, j'aurai à cœur de partager avec le président de la commission les conclusions de ce colloque. Et je crois que petit à petit, on trouvera tous les canaux idoines pour que les conclusions des rencontres de Lomé puissent infuser et donner lieu à au moins une toute petite transformation. Merci, professeur Kakoun Mbopo, et bonne chance à votre colloque. Bonne Merci réussite. à vous. Merci. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Nous remercions nos fidèles téléspectateurs. Vous avez été très très nombreux à poser des questions au professeur Kakoun Mbopo. Nous n'avons pas eu le temps. Nous promettons revenir très bientôt sur ce sujet qui vous passionne tant. Nous disons merci à Gildas Jamayako qui a suivi la réalisation. Sylvain Adigli et Rebecca Vessou nous ont assistés en studio. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.